Alors, plongeons directement au cœur du sujet. On assiste en ce moment même à ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite. Les forces climatiques mondiales qui atteignent des niveaux extrêmes et les ajustements macroéconomiques se percutent avec une intensité vraiment inédite. Dans ce décryptage de l'été 2026, l'objectif est simple: comprendre comment ces bouleversements planétaires massifs se traduisent par des ondes de choc hyper concrètes sur nos territoires. Et au cœur de cette template, il y a un concept qui fait froid dans le dos, la faillite hydrique globale. Rien que ça. C'est carrément le terme officiel utilisé par les Nations Unies aujourd'hui. Autrement dit, on est entré dans une nouvelle ère. Une époque définie par l'épuisement irréversible de réserves d'eau souterraines et une compétition féroce pour des ressources qui se raréfient à vue d'œil. Bref, ce n'est plus une prévision lointaine, c'est le cadre absolu dans lequel on évolue. Pour bien comprendre la mécanique en cours, on va procéder par étapes. D'abord, le climat et l'économie au niveau mondial, puis un zoom sur la macroéconomie européenne et française. Ensuite, on abordera l'épreuve hydrique en France, avant de se pencher sur un cas d'école très précis, la Corse. Et on terminera sur les chocs imminents qui se profilent. Première étape de notre analyse, les alertes mondiaux qui lient climat et économie. Face aux températures records de ce mois de juin 2026, un chiffre saute immédiatement aux yeux. 500 milliards. C'est tout simplement colossal. C'est le nombre d'heures de travail agricole perdues chaque année à cause des chaleurs extrêmes. Ces vagues de chaleur, ce n'est pas juste un inconfort, c'est une menace directe sur la subsistance de plus d'1 milliard de personnes, avec un travail humain littéralement paralysé dans les champs. Et pendant ce temps-là, l'économie mondiale envoie des signaux complètement contradictoires. D'un côté, on a une sorte d'accalmie inespérée, avec les prix de l'alimentation qui se stabilisent enfin bien loin du pic historique de 2022, mais de l'autre, c'est la nervosité totale sur les marchés. La technologie trébuche, avec de gros doutes sur la rentabilité de l'intelligence artificielle, et les prix de l'énergie font le yo-yo à cause des tensions géopolitiques complexes au Moyen-Orient. Du coup, comment l'Europe et la France encaissent-elles le choc? C'est notre deuxième point. Eh bien, le continent navigue vraiment à vue. La croissance de la zone euro est là, certes, mais elle est totalement fracturée. L'Irlande affiche une envolée spectaculaire, pendant que les moteurs historiques de l'Europe, comme la France ou l'Allemagne, font quasiment du surplace avec des petits gains de 0,2%. Autrement dit, la moyenne européenne masque des réalités nationales qui n'ont plus grand-chose à voir les unes avec les autres. Si on se concentre sur la France, le paradoxe est assez fascinant. La petite croissance qu'on observe tient presque du miracle. Elle est portée à bout de bras par les ventes à l'étranger, notamment l'aéronautique, qui cartonne. Mais à l'intérieur des frontières, c'est la panne sèche. Les investissements reculent, surtout dans des secteurs clés comme le bâtiment et le génie civil. En clair, l'économie française avance en boitant. Et forcément, ça se ressent tout de suite dans la vie quotidienne. Près de 20 000 emplois détruits dans un seul trimestre dans le privé. Une inflation qui pointe à nouveau le bout de son nez à cause du prix de l'énergie. Résultat immédiat, l'anxiété grimpe en flèche. L'épargne de précaution bat des records. Plutôt que de consommer et de faire tourner l'économie locale, le réflexe naturel, c'est de tout mettre de côté en attendant des jours meilleurs. Ce qui nous amène directement au troisième point où la macroéconomie percute le monde physique, l'épreuve hydrique française. Parce que tous ces indicateurs financiers rencontrent une réalité implacable sur le terrain. Regardons la situation en juillet 2026. 94% des nappes phréatiques sont en baisse. C'est littéralement le sol qui s'assèche sous nos pieds. Une dégradation hydrogéologique d'une ampleur vraiment dramatique, accélérée par des chaleurs étouffantes. Le résultat est sans appel. 62 départements se retrouvent officiellement classés en état de crise. Pour le secteur agricole, l'addition est particulièrement salée. On parle de rendements qui chutent jusqu'à 12% pour des cultures de base indispensables comme le blé. Financièrement parlant, c'est un gouffre évalué à environ 140 € de pertes par hectare en moyenne. Le choc thermique devient un véritable choc économique à l'échelle nationale. Mais attention, le manque d'eau ne frappe pas que les champs, il frappe aussi nos prises électriques. Regardez ce chiffre, 433 € le mégawattheure fin juin. C'est une flambée hallucinante sur le marché de l'électricité. La cause, le niveau des fleuves était tellement bas qu'il devenait impossible de refroidir correctement certaines centrales nucléaires. Moins d'eau égale moins de courant et des prix qui explosent. Bien sûr, cette tension ne reste pas sans conséquences. Il faut investir massivement pour sécuriser les infrastructures, équiper l'addition à la fin. Les tarifs d'utilisation du réseau électrique augmentent dès le mois d'août. C'est l'illustration parfaite de l'effet domino dont on parlait, de la goutte d'eau qui manque dans le fleuve jusqu'à la hausse de la facture énergétique de tous les foyers. Passons maintenant à notre quatrième partie pour voir comment tout ça se matérialise sur un territoire bien précis, le cas de la Corse. L'île de Beauté, c'est un peu le laboratoire ultime de cette crise. D'un côté, on a un moteur économique ultra dépendant du tourisme qui rapporte près de 2 milliards d'euros, avec une population qui fait plus que doubler pendant la saison, mais de l'autre, des infrastructures poussées bien au-delà de leur point de rupture. À Bastia, par exemple, la consommation d'eau s'est envolée de près de 9% d'un coup. Et le déséquilibre dans le partage de cette ressource est tout simplement vertigineux.
En plein été, sur les zones côtières, 85% de l'eau potable est aspirée par les visiteurs temporaires. C'est une pression phénoménale qui vient s'exercer au pire moment possible, exactement quand les réserves naturelles sont au plus bas. Car oui, en parallèle, les barrages crient famine. Les chiffres de fin juillet font peur à voir. Le barrage stratégique de Calacutia est tombé à seulement 37% de sa capacité. Celui de San Polo végète sous la barre des 25%. On n'est plus dans la projection théorique, là on s'approche dangereusement des limites physiques de ce que l'île peut supporter. Arrivé à ce stade, c'est l'urgence absolue. Les autorités n'ont pas eu d'autre choix que de serrer la vis de façon inédite. Fin juillet, l'alerte sécheresse impose des règles draconiennes. Interdiction formelle d'arroser les pelouses, condamnation des douches sur les plages et interdiction stricte de remplir les piscines privées. On coupe le superflu pour espérer sauver l'essentiel. Ce qui nous propulse vers notre dernière partie, les perspectives et les chocs imminents à venir. Car la suite s'annonce comme un véritable parcours du combattant, avec des menaces qui s'emboîtent. D'abord, le traditionnel pic touristique de la mi-août agit comme un crash test géant sur des réserves d'eau déjà exsangues. Ensuite, la hausse des coûts de l'énergie prend les petites entreprises locales en tenaille, menaçant directement leur trésorerie. Et en toile de fond, le risque d'incendie de forêt reste à son niveau maximal, planant comme une épée de Damoclès sur toute la région. Pour s'en sortir, les petites mesures ne suffisent clairement plus. Il faut des réponses massives. On parle de chantiers gigantesques, comme le plan d'investissement de 600 millions d'euros pour moderniser le réseau de l'île, ou encore de l'accélération indispensable de la réutilisation des eaux usées, sans oublier les gros efforts de sensibilisation du public. En fait, c'est tout l'aménagement du territoire qui doit être repensé de A à Z. Et c'est justement ce qui amène à cette réflexion finale incontournable quand on voit les nappes phréatiques se vider à cette vitesse et les factures d'énergie flamber sous l'effet de la chaleur. Une question centrale s'impose. Nos modèles d'aménagement du territoire, ceux qui ont été pensés au siècle dernier pour une ère d'abondance, ont-ils encore la moindre chance de survivre face à cette nouvelle réalité climatique? La question reste, plus que jamais, ouverte.